d'être au contact de vous. Et finalement, même si on en a tous peut-être un peu marre des visios, moi je suis toujours émerveillée par cette possibilité de transmettre, d'être avec vous, alors même que vous êtes peut-être chez vous, encore dans votre bureau. Alors, pour ce qui me concerne, je suis Victoria Pellereimers et je suis experte de l'intuition depuis, en fait, ça fait 17 ans que j'explore ce sujet. C'est vraiment mon thème de recherche pluridisciplinaire et j'interviens auprès des entrepreneurs, des managers, des dirigeants depuis plus de 8 ans. C'est mon choix, c'est le choix d'intervenir là où l'intuition manque le plus, avec le souhait qu'elle retrouve sa place naturelle dans les entreprises, tant dans la prise de décision que dans le management, mais aussi pour accueillir les idées nouvelles et avoir un temps d'avance. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui effectivement dans ce meet-up, et ça me réjouit parce que nous allons avoir un temps où je vais pouvoir en effet partager avec vous le fruit de certaines de mes découvertes, et puis aussi simplement partager avec vous ce que c'est que l'intuition, ce que ça n'est pas aussi, et puis retracer un petit peu ce que j'ai pu délivrer dans mon dernier livre qui s'appelle Tous intuitifs. Puisque finalement, ma démarche, c'est vraiment celle-là. C'est de se souvenir que l'intuition est une forme d'intelligence et certainement la plus haute forme d'intelligence. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est Gerd Gigerenzer qui dirige l'Institut Max Planck à Berlin et qui voilà, en fait, effectivement, tout simplement le fait de rétablir l'intuition dans le process de notre intelligence, l'IH. On parle beaucoup de l'IA et en fait l'IH n'a pas fini de nous étonner, n'a pas fini de nous bluffer, en particulier pour l'intuition. Alors pour vous donner effectivement quelques éléments sur ce que nous allons vivre ce soir, je vais retracer pour vous déjà ce que nous pouvons comprendre de l'intuition. Et on va partir d'un constat, c'est tout simplement le manque de confiance, la méfiance même qui règne à propos de l'intuition en entreprise. Et ça, c'est une attitude, je dirais, qui est assez européenne et plutôt même française. Et je vois que nous ne sommes pas tous de France ici, donc c'est intéressant de pouvoir réfléchir cela de manière vraiment mondiale et multiculturelle et d'observer en sortant du centre, en cessant d'être autocentré, d'observer que l'intuition est considérée comme vraiment un outil indispensable, un facteur clé de succès dans l'entreprise, dans le business depuis longtemps, et que nous avons vraiment une révolution culturelle à mener dans l'entreprise à ce sujet. Une révolution, ça se mène avec des outils. L'outil ce soir que je vous propose, c'est de la clarté, c'est-à-dire ce manque de confiance vient avant tout simplement d'un manque de clarté et même d'un grand flou autour de ce que c'est que l'intuition. Donc, on va observer sa puissance, ce que c'est, comment elle fonctionne, et puis aussi ce que ça n'est pas. En l'occurrence, le flou sur l'intuition génère de grandes confusions sur les faux amis de l'intuition. Donc, on prendra un petit temps aussi pour cela. Et nous pourrons voir les 3 formes que prennent l'intuition dans le business, comment l'intuition impacte la prise de décision, les relations, le management, mais aussi notre capacité à percevoir les émergences. Peut-être que vous allez reconnaître, et c'est même mon invitation ce soir, c'est de reconnaître quel est votre profil intuitif, quelle est votre manière à vous d'être intuitif. Est-ce que vous avez confiance dans votre intuition? Et peut-être même, je vais vous mettre à contribution tout de suite, vous pouvez écrire pour vous simplement un chiffre entre 0 et 100%. Quel est votre degré de confiance dans votre intuition? Pensez par exemple à la prise de décision. Pensez aussi à votre intuition relationnelle, cette capacité à percevoir ce qui se passe pour l'autre, par exemple dans une rencontre, dans un recrutement. Quel est votre degré de confiance dans votre intuition relationnelle? Comme ça, juste avant de commencer, de plonger dans la conférence, pour observer, prendre acte. Et puis, quel est le degré de confiance que vous avez dans votre intuition visionnaire, cette capacité à avoir parfois un temps d'avance
voir avant les autres ce qui vous paraît peut-être évident et que les autres ne voient pas encore, avoir un temps d'avance sur les émergences, sur les opportunités ou sur les alertes. Quelle est votre confiance, le degré de votre confiance dans l'intuition, dans votre intuition visionnaire? Voilà, ça c'est pour vous donner simplement un appui pour vous-même, simplement, et vous voir un petit peu comment ça peut évoluer au cours de cette conférence. Et puis, c'est une question que vous pouvez poser aussi autour de vous dans votre entreprise. Ça fera, ça va contribuer à faire bouger les idées et les lignes, et on en a besoin, c'est vraiment urgent. Je vais commencer avec vous avec une histoire. C'est l'histoire de Catherine Flurin. Catherine Flurin, c'est une dirigeante fondatrice. Elle a dirigé l'entreprise Ballot-Flurin, qui est une belle entreprise dans le sud de la France, tournée autour des produits de la ruche. Ils sont vraiment spécialisés et ils sont très bien distribués dans tous les réseaux bio de France. Et Catherine Flurin, je vous replace en juillet 2019. En juillet 2019, Catherine Flurin rassemble son staff, ils sont 70. Et elle leur annonce le thème du séminaire qui va durer 3 jours. Et la première slide, c'est « Anticipons les crises, anticipons la crise sanitaire ». Nous sommes en juillet 2019. Oui, je vois effectivement des têtes surprises. Et en effet, il y a de quoi être surpris. Qu'est-ce qui s'est passé pour Catherine Flurin, d'après vous? Est-ce qu'elle a fait une sorte de magie? Eh bien, pas du tout. Elle a juste senti venir, et c'est pas la seule, senti venir des formes de crise. Il y avait des signaux faibles, il y avait des choses, des informations auxquelles elle était sensible. Et tout simplement, elle a eu confiance. Confiance dans sa capacité visionnaire qui, de toute façon, l'avait amenée déjà à bien des émergences, à capter, à se saisir de marché, à vraiment réussir. C'est un levier de sa performance, elle le dit, et c'est reconnu dans son contexte. Alors c'est sûr que ça peut être étonnant, mais on va découvrir quel est le secret finalement qui se cache derrière. Et le secret premier, je vous le dis tout de suite, hein, c'est vraiment sa confiance. C'est vraiment sa confiance dans ce que c'est que l'intuition. Alors, si vous le voulez bien, je vais partager avec vous quelques slides pour véritablement plonger dans ce monde et nous laisser véritablement aller dans ce que c'est et en particulier éclairer notre lanterne. Éclairer notre lanterne, c'est avant tout se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'intuition? Qu'est-ce que c'est que l'intuition? Eh bien, tout simplement en allant chercher dans le dictionnaire, nous apprenons que l'intuition est une connaissance immédiate et directe sans recours au raisonnement. Une connaissance immédiate et directe, dites-vous? Mais alors, ce serait vraiment une connaissance? Et ça surprend les plus rationnels. Je peux vous dire que quand j'interviens, par exemple, auprès des promos sortantes d'X-Min, auprès du coup de populations très jeunes et très, comment dire, très préparées à un discours, à une façon de penser extrêmement rationnelle, ils sautent sur leur chaise sur le mot connaissance. Et pourtant, la connaissance, ce n'est pas le savoir. Un savoir, c'est quelque chose de défini comme, par exemple, 4 fois 7, 28, et 4 fois 7, 28, eh bien, c'est le résultat sur lequel nous sommes à peu près tous d'accord. J'espère tous d'accord. Si quelqu'un n'a pas le même résultat, il faut prendre rendez-vous, je pense, parce qu'effectivement, ce qu'il y a de pratique avec les savoirs, c'est c'est facile de se mettre d'accord dessus, c'est mesurable, c'est vérifiable. Et finalement, 4 fois 7, 28, c'est juste un savoir que j'ai hébergé. Nous hébergeons ce savoir dans notre mémoire. Est-ce que nous hébergeons que des savoirs? Eh bien non, notre connaissance, c'est un tissage de tout ce que nous avons vécu depuis notre naissance, et tout ce que nous avons vécu, notre mémoire le contient, c'est notre mémoire inconsciente. Et tout ce que nous avons vécu va bien au-delà de ce dont nous avons conscience. Et c'est là véritablement le point clé, c'est que nous avons l'illusion de maîtriser nos décisions avec seulement l'aspect rationnel. Et alors que c'est tout simplement, et je vous le démontrerai, biologiquement impossible de prendre une décision sans se référer au ressenti. Simplement, cette référence au ressenti n'est pas systématiquement consciente.
Et c'est là la clé de succès, avoir conscience de ce qui se passe. Alors allons un peu plus loin. Cette connaissance immédiate et directe, comment fait-elle? Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, la connaissance, elle s'appuie sur, en effet, des savoirs, mais aussi sur des sensations, sur des émotions, sur tout ce que nous avons capté autour de nous. Tout ce que nous avons capté autour de nous, c'est de l'information. Alors l'information, eh bien, ça peut prendre plusieurs formes, l'information. Et d'après vous, là, justement, si vous voulez écrire dans le chat, quelle information pouvons-nous trouver? Que peut-il se trouver dans les informations que nous captons, que notre corps capte? Comment fait-il pour capter? Qu'est-ce qui vous vient? Je ne vois pas de réponse arriver, alors je vous l'ai dit, tout simplement. Notre corps capte à chaque instant toute une masse impressionnante qui est tout simplement véhiculée par nos sens. Ouais, donc c'est écrit, hein, donc c'est le visuel, notre environnement, les 5 sens, les sens, D'accord. le ressenti et sentiment de stress. Oui, exactement. Alors, le sentiment de stress, c'est intéressant, cette proposition, parce que nous sommes, et nous pourrons le voir si vous voulez dans le moment des questions, mais il y a des choses qui sont extérieures. Observez ça. Nous avons effectivement nos 5 sens extérieurs qui nous donnent de l'information visuelle, auditive, olfactive. Bien sûr, les 5 sens que vous connaissez. Mais le stress, par exemple, c'est une information intérieure. Une information intérieure s'appuie sur les sens intérieurs. Et les neurosciences ont pu agrandir la liste de nos sens. Nous n'en avons pas que 5, nous en avons 9. Il y en a 4 à l'interne. Il y en a 4 et il s'agit du sens de l'équilibre, du sens de la douleur, la nociception sans laquelle nous sommes en danger. On a besoin de sentir ça. C'est une alerte. Nous avons aussi le sens de la température. Par exemple, si vous sentez votre ventre un peu plus chaud à l'intérieur, eh bien, ce n'est pas votre épiderme qui vous dit cette chaleur. Vous voyez bien que c'est un sens à part entière. Et puis, last but not least, le dernier, le plus important pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, celui par lequel on va sentir justement, notamment le signal du stress, mais bien d'autres, c'est le sens proprioceptif. Ce sens proprioceptif, il est très intéressant parce qu'il nous donne, il nous restitue d'une certaine manière une sorte de synthèse de tout ce que nous avons capté, surtout de tout ce que cela nous fait, de tout ce que cela génère en signaux internes. Alors, pour aller plus loin encore, on va encore plus loin. Que capte le corps en termes de chiffres? Si vous voulez avoir le tournis, si vous voulez avoir le vertige, c'est le moment. En fait, notre corps, à chaque instant, capte 100 millions de milliards d'informations par seconde. 100 millions de milliards d'informations par seconde, c'est 10 puissance 17. Qu'est-ce que c'est que ces informations? C'est effectivement toutes les pulsions qui vont ensuite, toutes les informations, ces informations électriques qui sont captées et qui sont interprétées sous la forme, en effet, d'images, de sons, d'odeurs. Et tout cela est traité, interprété et trié, surtout trié par notre conscience. Et il y a une énorme déperdition, en fait déperdition entre guillemets, en tout cas sur le plan du conscient. Pratiquement toute l'information que notre corps capte à chaque instant dans le présent va rester inconsciente. Par exemple, sur le plan visuel, nous ne gardons que 1/1000e de ce que nos yeux voient. C'est vertigineux, n'est-ce pas? Et en réalité, ce que je vous propose, c'est tout simplement une magnifique métaphore. La métaphore que nous propose Henri Laborie. Vous voyez, je vous emmène tout de suite vers l'océan parce que, en effet, Henri Laborie, ce grand homme des neurosciences du XXe siècle, également philosophe, nous fait réfléchir sur ce que c'est que l'inconscient par rapport à notre conscient. Pour lui, notre inconscient, c'est une mer profonde, c'est un océan. Et ce dont nous avons conscience ne serait, selon lui, que
l'écume qui se fait et se défait à la crête, sur la crête des vagues. Et là, on peut véritablement se rendre compte de l'immense quantité d'informations. Et notre intuition, c'est peut-être cela qui fait dire à Gerd Gigerenzer que c'est la plus haute forme de notre intelligence, puisque c'est l'outil qui permet de faire une synthèse pertinente de tout ce que nous avons capté et de manière pluridisciplinaire. C'est là où, en fait, l'IH va beaucoup plus loin que l'IA, puisque l'intelligence humaine, en effet, elle sait chercher de manière pluridisciplinaire, va chercher parfois dans des registres qui n'ont rien à voir pour faire des associations d'idées et nous mettre sur la voie. À quel moment c'est utile ça? À quel moment c'est utile? Parce que la plupart du temps, ce qui se trouve dans l'écume est parfaitement suffisant. Ce tri très fin de ce dont nous avons besoin est la plupart du temps vraiment ce qui nous aide à nous orienter dans la journée, dans tout ce que nous avons à faire. Et de temps en temps, il se passe quelque chose dans l'océan. Quand, par exemple, nous avons une décision à prendre, ou bien quand nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, ou encore quand, sans forcément l'avoir cherché, tout à coup, nous avons un flash, une insight. Et tout à coup, nous voyons, il y a une évidence pour nous sur quelque chose qui se présente, une tendance qui va venir. Peut-être que vous êtes le seul ou la seule à percevoir cela, mais vous le voyez. Eh bien ça, c'est que quelque chose dans l'océan de notre connaissance est venu remonter comme une petite crevette qui va remonter jusque dans l'écume pour lui donner, pour donner dans notre conscient quelque chose de disponible. C'est ça qui donne à l'intuition ce côté fulgurant, cette impression de magie, cette impression d'aucun effort à fournir. Et au passage, le fait de ne fournir aucun effort n'a pas bonne réputation, n'est-ce pas? D'avoir comme ça une intuition qui en plus est juste, ça passe quasiment pour de l'insolence. Et ça, c'est le cas, par exemple, tout simplement parce que c'est méconnu, tout simplement parce que jusqu'au XXIe siècle, jusqu'à il y a finalement ces 20 dernières années, on n'avait pas d'éléments pour comprendre comment nous faisions, comment fait notre intuition pour être aussi pertinente. Évidemment, l'imagerie médicale a énormément amélioré et comment dire, donné des éléments probants pour carrément voir l'intuition en live. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à creuser sur les neurosciences. C'est vraiment passionnant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a vraiment de quoi approfondir ce thème-là. Mais tout simplement, nous pouvons résumer en observant que nous sommes partis d'une situation floue autour de l'intuition, et ça, c'est tout simplement parce que nous avons été détournés de notre intuition lorsque nous étions à l'école, lorsque nous étions même dans nos postes pendant de très longues années. C'est en train de changer, c'est en train de changer même en France. Et je peux vous dire que moi qui interviens dans l'entreprise depuis plus de 8 ans, le ton change. Depuis 2-3 ans, quand on me demande d'intervenir, c'est d'intervenir vraiment, non pas comme un sujet de culture générale, mais comme un sujet ardent, comme un sujet important, un facteur clé en situation d'incertitude. On me demande d'intervenir, par exemple, dans des groupes pour accélérer la prise de décision, parce qu'on a bien compris que l'intuition est cette connaissance immédiate et directe. Il y a cette notion de vitesse, cette notion de vitesse qui vient véritablement aider, accélérer les décisions et faciliter les relations. Mais le plus important en entreprise, ce n'est pas d'opposer, c'est d'arrêter d'opposer l'intuition et le raisonnement. Alors voilà comment. C'est tout simplement en se souvenant, en prenant appui sur le propos d'Henri Poincaré, mathématicien, c'est quand même pas le dernier des rationnels, qui nous disait: c'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. On pourrait même le dire dans l'autre sens, c'est avec l'intuition que nous trouvons, avec la logique que nous prouvons. De toute façon, ce qu'Henri Poincaré, justement, pointe et nous montre ici, tout simplement parce qu'il l'a vécu lui-même en faisant des découvertes. Je
je vous dis au passage que les grands scientifiques, ceux qui n'ont rien à prouver, qui ont des prix Nobel de sciences, les grands scientifiques sont les premiers ambassadeurs de l'intuition. Donc, c'est intéressant de se pencher sur une analyse de leur propre fulgurance. Et ce que nous dit Henri Poincaré, c'est qu'il y a une chronologie. Il y a une chronologie exactement comme dans la respiration. Dans la respiration, quand je suis en train d'inspirer, je ne peux pas souffler en même temps. Il faut attendre effectivement le moment du souffle et je souffle. De la même manière, il y a un rythme dans l'intelligence, un rythme qui est exactement comme ça. Je me laisse inspirer, je suis réceptive, je suis à l'écoute, je me laisse traverser par mon intuition. Et puis, j'agis, je souffle, j'agis, je fais quelque chose avec ça, je réfléchis, je vois des raisonnements et vous voyez comme au contraire de les opposer, la logique, le raisonnement, le rationnel épouse l'intuition dans une chronologie qui est véritablement le rythme de notre intelligence. C'est pourquoi je vais assez loin. Je dis même que c'est irrationnel aujourd'hui, dans la situation d'incertitude où nous sommes, de se passer d'intuition. Que l'intuition, c'est véritablement l'outil de la complexité, puisque quand on est face à un imprévu, quand on est face à l'exceptionnel, quand on est face à quelque chose voilà, qu'on n'attendait pas, eh bien, on a besoin de s'appuyer sur toute notre connaissance et on a besoin à la fois de puiser dans l'expérience. C'est une partie de ce que fait notre intuition. Mais on a besoin aussi de capter des émergences. Bien sûr, il y a des tas de choses pour comprendre un peu plus, pour aller encore un peu plus loin et comprendre comment fonctionne l'intuition. Mais là, vous avez déjà des éléments pour discuter et vraiment faire avancer et chasser les idées reçues à propos de l'intuition et tout simplement nous bluffer. Et nous pouvons observer qu'il y a 3 formes d'intuition. Il y a 3 formes d'intuition. Il y a l'intuition, en effet, contextuelle. L'intuition contextuelle, eh bien, tout simplement, c'est celle sans laquelle l'espèce humaine n'aurait pas survécu. Nous sommes tous les descendants d'intuitifs qui ont pris les bonnes décisions, celles qui nous ont servi notamment à survivre. Bien évidemment qu'il c'était très important également de raisonner, de construire des inventions, parce qu'en fait, tout simplement, tout à l'heure, nous avons parlé des sens, mais sur le plan sensoriel, nous étions quand même assez pauvres finalement. Nous sommes très pauvres comparés à nos prédateurs qui, par exemple, voient la nuit. Nous, la nuit, tous les chats sont gris, mais les lynx, les loups, les ours aussi. Et voilà, il a fallu effectivement activer cette capacité à capter les signaux faibles de notre environnement pour prendre les bonnes décisions dans l'instant, d'où ce côté vraiment immédiat et direct. Henri Bernstein, par exemple, nous donne ce trait d'esprit que j'aime beaucoup, j'affectionne, c'est l'intuition, c'est l'intelligence qui a commis un excès de vitesse. Oui, dans l'intuition contextuelle, c'est véritablement cette capacité à être dans le présent et à sentir quelle est la bonne décision, comment, quand, combien, véritablement dans ce rythme-là. Il y a un rythme, il y a quelque chose de rapide dans l'intuition contextuelle. Alors, est-ce que vous êtes à l'aise dans ce type d'intuition? Est-ce que c'est votre forme à vous? Est-ce que dans votre profil intuitif, cette intuition-là est pleinement utilisée ou est-ce qu'il faudrait la réveiller, la stimuler? Et c'est à vous de voir. C'est vraiment l'intuition qui nous guide dans nos prises de décision. Il y a une deuxième forme d'intuition qui a un gros impact évidemment dans tous nos projets collectifs parce que c'est bien de prendre des décisions. Après, il faut le faire, bien sûr, on ne va jamais faire les choses tout seul. Il s'agit de bien s'entourer et de percevoir comment je peux faire confiance, qu'est-ce qui se passe dans les non-dits. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui où on est beaucoup en visio, en télétravail. Eh bien, on a l'impression qu'on a moins d'informations sur les autres. Et je vous assure que ce n'est qu'une question d'intention. Si demain, par exemple, dans vos meetings, vos calls, etc., vous décidez vraiment de vous ouvrir aux signaux
que vous renvoient vos interlocuteurs, de vous ouvrir à votre intuition relationnelle, vous allez avoir des informations. Véritablement, vous pouvez vous appuyer. C'est simplement qu'elle a besoin de changer d'appui dans la relation. Quand vous serrez la main de quelqu'un, quand vous le voyez bouger, vous avez plein d'informations qui ne sont pas les mêmes que quand vous êtes face à un écran. Mais croyez-moi, dans les 10 puissance 17 informations par seconde, il s'en trouve plein pour vous donner de l'info sur la personne en face de vous, que vous soyez en négociation, que vous soyez en management, quelle que soit la situation relationnelle. Il y a une troisième forme d'intuition. Cette troisième forme est très différente. Les deux premières, elles s'appuient sur l'expérience. La troisième, c'est véritablement un autre verbe, c'est capter. On capte des émergences, on capte les tendances avant qu'elles arrivent. C'est comme une forme d'acuité. Et de l'expérience que j'ai pu avoir, ou tout ce que j'ai pu effectivement lire sur les découvertes notamment, alors ça c'est des choses à grande échelle, on peut se sentir peut-être petit à côté des grands découvreurs de ce monde, mais c'est pas nécessaire. Personne n'est omniscient. Il y a de grands visionnaires simplement, mais qui ne voient que dans leur registre. Hein. Pour moi, le maestro des maestros de l'intuition visionnaire, ça reste Léonard de Vinci, mais Léonard de Vinci, il était extraordinaire. Je pose un genou au sol devant son œuvre, et même deux, extraordinaire. Et pourtant, dans sa façon d'être visionnaire, si nous regardons bien, il a vu la machine volante au XVIe siècle, c'est vrai, mais il n'a pas vu le TGV ou l'iPhone. Il a vu quelque chose qui était important pour lui, pour lequel il s'était finalement spécialisé, parce qu'en fait, il était tout simplement possédé, obsédé par un rêve, le rêve du vol. Et ça lui a permis de voir, d'accéder, de capter qu'un jour, l'homme volerait. Donc, observez tout simplement dans quel domaine vous avez des antennes, dans quel domaine vous êtes particulièrement dans cette acuité, cette sensibilité. Ne cherchez pas l'omniscience, elle n'existe pas. Mais simplement, nous avons besoin dans les entreprises de capter ça. Je ne parle pas de la vision du dirigeant, je ne parle pas d'une stratégie, je parle de ce qui aide à mettre en place une stratégie. Et une façon de capter, c'est quelque chose, de capter notamment ces images, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, c'est la forme d'intuition la plus manquante, c'est vraiment ce que j'observe de plus manquant dans les entreprises, et pourtant nous en avons besoin en situation d'incertitude, tout simplement parce que l'intuition visionnaire est finalement dérangeante. C'est quelque chose qui n'est pas facile à prouver, puisque ce n'est pas encore là, et que l'univers n'est pas forcément bienveillant avec cette forme d'intuition. Il y a ce propos d'Arthur Schopenhauer qui exprime très bien pourquoi c'est si ardu de pouvoir assumer une intuition visionnaire. Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Et bien, sur ce propos-là, je vous propose de repenser à Catherine Flurin. Vous imaginez en juillet 2019, quand elle a dit « Anticipons les crises sanitaires », ce qu'elle a dû endurer. Vous savez qu'en fait, ces banquiers, elle m'en a fait part, ces banquiers l'ont appelé l'extraterrestre. Il faut assumer derrière. Hein. Et pourtant, dans son entreprise, ils ont pris des décisions parce qu'elle avait vraiment confiance dans ce qu'elle voyait, ça lui semblait évident. Et donc, ils ont ramené tous leurs fournisseurs à moins de 2 heures de route, et ce qui leur a permis de livrer tous leurs clients pendant le confinement. Ils ont fait plus 40% de chiffre d'affaires cette année. On rigole moins là tout de suite. Hein. Et puis effectivement, on n'a pas besoin de s'opposer. On peut tout de suite considérer que c'est une évidence. L'intuition visionnaire est un plus, c'est un facteur clé de succès en entreprise. On a besoin de mieux la connaître. On a besoin aussi de mieux respecter, d'être plus bienveillant, d'être plus accueillant à l'égard de l'intuition, des 3 formes d'intuition que nous avons vues. Alors c'est vrai qu'on a besoin de bienveillance, mais c'est absolument indispensable de repérer aussi les faux amis. Parce qu'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas confiance dans nos intuitions contextuelles, dans nos décisions relationnelles, dans le management ou l'intuition visionnaire encore plus, c'est tout simplement
parce que nous les confondons. Nous les confondons avec des faux amis. Des faux amis, eh bien, je vais vous laisser réfléchir. Je vais laisser notamment la partie des questions tout à l'heure, où on va pouvoir échanger, mais je vous mets un petit peu à l'ouvrage, là, d'après vous. Quels sont les faux amis des 3 formes d'intuition? C'est une réflexion fondamentale parce que lorsque vous les aurez identifiés, alors vous allez pouvoir beaucoup mieux discerner vos intuitions véritables des faux amis. Je vous laisse sur cette réflexion. Vous pouvez tout de suite noter quelques hypothèses et nous pourrons les confronter, les proposer tout à l'heure en toute amitié. Eh bien, ce que nous avons à voir maintenant, tout simplement, c'est le changement qui s'annonce, le changement que nous allons devoir opérer. De quel changement est-ce que je parle? Eh bien, voilà ce que nous disait Albert Einstein au siècle dernier. Le mental intuitif est un don sacré. Le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le don. Alors, ce qui était valable au XXe siècle, c'est-à-dire ce fameux oubli, eh bien, nous avons effectivement un travail de mémoire et de réhabilitation à faire. Et pour cela, tout simplement, parce que nous sommes dans ce monde VUCA, dont vous avez probablement tous entendu parler, on retrouve ces lettres V comme volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Donc, ces 3 mots qui sont en fait un acronyme emprunté au monde militaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve ça assez morose. Ça ne donne pas très envie. Et je vous propose tout simplement de nous imaginer un monde où on pourrait réintégrer ce monde VUCA. Allez, allons-y, puisqu'il est comme ça, en effet. Mais voyons ce que ça donne, ces 4 lettres, si nous réintégrons l'intuition dans l'intelligence humaine et dans nos entreprises. Eh bien, V, ça serait comme vivre et comme vision. Et puis U, ça pourrait être comme unique et comme universel. Et le C, ce serait, eh bien, choix, faire des choix. Et la chance. Et puis A, eh bien, ce serait l'audace et l'aventure, parce que nous avons un monde à réinventer. Personnellement, je trouve ça très excitant, mais c'est vrai que ça demande de l'audace. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est pour avancer là-dedans, c'est 5 clés pour votre intuition, pour développer votre intuition. La première, c'est désirer avoir votre intuition, en fait, tout simplement de l'appeler l'intention. C'est tellement important, c'est le point d'orgue. Si vous n'avez pas envie, qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas envie? Tout simplement rien. Donc, d'avoir envie, de la désirer, d'y croire, c'est tellement important. L'intention, que j'ai même écrit un conte qui est en annexe dans mon livre Tous Intuitifs. Et si vous êtes curieux, eh bien, vous pourriez voir sur LinkedIn. Je pense que je vais faire un audio, je vais l'enregistrer vendredi certainement et puis le laisser. C'est l'époque des contes avec Noël, alors je vous laisserai un conte sur l'intention, mais vous pouvez garder cette idée qu'elle est fondamentale. Effectivement, c'est déjà d'en avoir envie. La deuxième, c'est d'écouter votre corps. Écoutez votre corps, et bien ça, c'est tout de suite un atout puisque ça vous permet d'éviter bon nombre de faux amis qui se trouvent plutôt dans la tête. Écouter votre corps, c'est véritablement écouter la source la mieux informée de toute votre personne. Rappelons-nous des 10 puissance 17 informations par seconde. Écoutez votre corps. La troisième, c'est visualiser, imaginer, laisser vos images intérieures fleurir sans les censurer. Après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous risquez? C'est véritablement la question que je pose souvent. Qu'est-ce que vous risquez? 4, et bien justement, assumer le jeu de l'erreur, le jeu de la vie, c'est tout simplement de temps en temps de faire quelques erreurs. Peut-être que ça viendra dans vos questions, ce sujet de l'erreur et de se tromper, puisque je parle de faire confiance dans son intuition. Comment êtes-vous? Quel est votre propre rapport à l'erreur? Quel est votre rapport au risque? Quel est votre rapport au jeu de la vie, puisque c'est vraiment de cela dont il s'agit? Et puis 5, eh bien, voilà, partagez vos intuitions. Quand vous partagez votre intuition, vous les rayonnez et vous
contribuez à changer le mindset, vous contribuez à faire changer les idées et à chasser le biais culturel complètement injustifié et qui simplement a besoin de clarté, notamment de comprendre ces 3 formes d'intuition, de comprendre les faux amis, de repérer comment ça se manifeste en soi de manière extrêmement concrète et de trouver des pratiques pour développer votre intuition. Vous voyez que le programme est là, on est bientôt en janvier, la période des bonnes résolutions. Je ne sais pas quelles seront les vôtres à propos de l'intuition, mais moi, ce que je vous invite à faire avec ce partage de vos intuitions, c'est tout simplement un magistral coming out de l'intuition. Voilà, rien de moins. Effectivement, ça suffit d'utiliser cette ressource extraordinaire sous le manteau. Soyons vraiment assertifs et fiers et heureux d'être animés par nos intuitions, bien évidemment à condition de nous appuyer sur le discernement et de bien reconnaître les faux amis de nos intuitions. Alors, en parlant de faux amis, nous arrivons au terme de ce talk, la première partie de cette conférence de ce soir, et j'ai vraiment hâte. Je vais sortir de ce partage d'écran et vous retrouver tous. Vous pouvez remettre vos caméras si vous le souhaitez. J'aime bien voir les visages. Merci Anne. Et effectivement, de vous voir, d'être ensemble. Merci Idriss, Akima, Laurent, Myriam, James, Alice. Voilà, je vous retrouve et ça me fait très plaisir. Moi, l'humain, c'est indispensable. Et j'ai beau être devant un écran, je suis surtout avec vous. Hein. C'est une question tout simplement de savoir où on positionne sa conscience. Alors, maintenant la parole est à vous. Quelles sont vos questions? J'en vois déjà effectivement une proposition de Marion. Un faux ami, est-ce que ce serait les biais cognitifs? Marion, bravo! C'est effectivement, il faut le reconnaître, c'est le faux ami le plus important pour ce qui concerne notamment l'intuition contextuelle dans nos prises de décision. Un exemple précis de biais cognitif, ça va être le biais de validation. Je pense parmi vous que vous êtes nombreux à être entrepreneurs, à avoir des idées. J'en vois, là, je vois certains esprits, par exemple Idriss, moi je suis persuadée, je parie sur une intuition contextuelle up. Et est-ce que je me trompe? Ah voilà, t'as vu, hein, voilà, moi c'est ça, c'est un métier. Et effectivement, les biais cognitifs. Le biais cognitif, Idriss, tu nous diras si tu te sens concerné par ça, mais en l'occurrence, les biais cognitifs, c'est quand on va avoir quelque chose d'immédiat et direct. Vous vous souvenez de cette définition de l'intuition? Elle est très utile parce qu'elle nous permet d'observer à chaque fois que ce n'est pas une connaissance. Une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement, c'est de l'intuition. Quelque chose d'immédiat et direct, mais comme par exemple effectivement un biais. Il y a le biais de validation, comme je le disais, c'est quand vous voulez absolument quelque chose, vous avez tellement envie, vous êtes sur un bon coup, vous sentez bien qu'il y a un super marché à prendre, il y a quelque chose, il y a un produit à lancer, vous sentez ce truc, et vous êtes tellement amoureux de cette idée que quelque part, le biais de validation, ça va être de ne pas saisir les signaux et d'être en fait dans un biais où vous voulez avoir raison, vous voulez que ça marche, vous voulez pas observer simplement les signaux faibles. Et du coup, justement, le biais de validation pourrait nous couper complètement de notre intuition, au contraire même de l'écouter, puisque notre intuition nous mettrait au contraire en alerte en disant attention sur ce chose-là, il faut peut-être ajuster, il faut peut-être pivoter, il faut peut-être bouger un petit peu les choses, de date, de personne, d'endroit, etc. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose à bien se connaître pour observer quels sont les biais cognitifs auxquels nous sommes sensibles. Parfois, on voit le verre trop plein, le verre trop vide. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a plein d'autres biais. Il y aurait des choses. Alors, une autre question, il y a d'autres biais cognitifs. Hein. On peut y aller sur l'intuition relationnelle. Allez-y, hein, vous pouvez travailler un petit peu et réfléchir à ce qui pourrait être, se faire passer pour une intuition, mais ne pas en être.
être immédiat et direct, sans recours au raisonnement, mais ne pas être une connaissance. Laïla, merci. Comment peut-on confirmer une intuition? Alors moi, j'ai véritablement une clé en particulier sur la prise de décision, c'est l'écoute du corps. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se fait. Et tout simplement, ça s'apprend, c'est extrêmement concret, rapide, facile, de pouvoir observer comment votre corps vous fait ressentir des choses. En fait, comment votre corps peut vous indiquer. Ça va être très simple, hein. C'est tout simplement quand c'est un ressenti désagréable ou un ressenti agréable. Ça peut être plus subtil que ça. En tout cas, je vous garantis que ça peut être clair. C'est une condition. Il y a une possibilité comme ça de rendre clair des perceptions. Oui, wishful thinking, Ariane, c'est exactement ça. C'est le biais de validation. La frontière, alors Issam, merci, la frontière, où je place la frontière entre l'intuition et l'expertise. Excellente question. Parce qu'en fait, tout dépend de la posture de l'expert. Tout dépend de sa qualité de présence. Tout dépend de sa qualité, sa capacité à se remettre en question. Il se trouve qu'un expert peut être exceptionnel dans son intuition justement parce qu'il a développé des connexions neuronales en veux-tu, en voilà, très à fond, beaucoup plus que nous, par exemple, dans certains sujets, et qui vont repérer des petites choses et être effectivement dans une capacité à percevoir bien plus vite que tout le monde des signaux faibles qui sont beaucoup trop faibles pour que nous, non-experts de la plupart des sujets, sauf le nôtre, nous puissions le repérer. Donc oui, il y a véritablement une intuition d'expert, mais il y a aussi le leurre de l'expert quand l'expert s'appuie bien trop sur ses certitudes. Quand il veut, pareil, alors là, il y a les biais cognitifs de l'expert sont terribles. Dès lors que l'expert est persuadé de connaître, de savoir et d'avoir raison, il se ferme au présent, alors que l'intuition contextuelle, c'est les signaux qui sont dans le présent. Je me souviens avoir, en Asie, j'avais accompagné un dirigeant à Singapour qui avait monté toute une affaire dans l'immobilier incroyable. Il était capable, enfin c'est vraiment, c'est comme ça, il se garait au pied d'un immeuble à vendre, par exemple, des choses comme ça. Il se garait et juste en se garant, comme ça, en observant deux, trois choses, il savait si ça allait le faire ou pas, si ça allait être intéressant ou pas. C'était son intuition, son flair. Vous voyez, on est dans ce registre-là. Tellement on connaît un sujet, on va voilà, percevoir la musique des choses avant tout le monde. Donc, c'est vraiment, voilà. Mais tout dépend de la posture. J'espère que vous le retenez. Alors, Sarah, les psychorigides, les certitudes, oui, tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui arrive. Alors, ça arrive tout simplement parce que, et ça arrive beaucoup en ce moment, parce qu'en période d'incertitude, on a besoin de sécurité. Et du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis 9 mois, il y a énormément d'experts en santé diverses qui ont fleuri sur les réseaux. Et en fait, c'est tout simplement parce que c'est insupportable de ne pas savoir. C'est insupportable d'être dans l'incertitude. Nous avons il y a une étude d'ailleurs en psychosociologie passionnante qui nous place, nous Français, quasiment dans les champions du monde de l'évitement de la certitude. C'est notre façon. À l'école, on doit toujours tout démontrer, on doit pouvoir tout faire de manière extrêmement linéaire. Et si on a une stratégie intuitive qui nous permet d'aller directement au résultat sans passer par un raisonnement, on a zéro. C'est l'expérience que les élèves intuitifs, particulièrement dans l'intuition mathématique, les élèves qui voient le résultat, tout simplement, ne sont pas pris au sérieux parce qu'ils n'ont pas fait le travail linéaire, etc. Donc, il y a des tas de choses, si vous voulez, qui font que sur le plan des neurosciences, il se passe pas mal d'événements, notamment au moment de la puberté, et qui conditionnent ensuite, effectivement, qui conditionnent finalement notre vie cognitive en entier. La seule chose qui est très, très positif, et puis en plus, j'en fais tout le temps l'expérience, c'est que grâce à notre plasticité neuronale, nous avons la possibilité, grâce à la plasticité neuronale, nous avons la possibilité de développer ce qui avait été réduit et atrophié par notre conditionnement.
Alors, je prends un petit temps pour regarder vos remarques. Le monde peut évoluer et rendre notre intuition inadaptée, et puis revenir nous rejoindre. Je l'ai observé avec un visionnaire dans le monde technologique. Oui, alors en particulier sur l'intuition visionnaire, étant donné que c'est quelque chose comme capter, on va capter quelque chose dans l'air du temps, il faut très très bien se connaître et entrer en parfaite honnêteté. L'honnêteté, ça peut paraître un terme moral, et pour autant être honnête avec soi, à l'endroit où on n'a pas besoin de se la raconter, vous voyez, cet endroit où on peut vraiment percevoir, c'est important de créer un espace de neutralité pour véritablement sentir si nous sommes en train de capter ou si on est en train de se la raconter. Ça, c'est véritablement une bonne connaissance de soi qui se le permet. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a un rapport entre l'intuition et l'intelligence fluide par opposition à l'intelligence cristallisée? Alors, en tout cas, il y a quelque chose par rapport au flow, cette expression du flow qui est effectivement un état qui simplement, c'est un état modifié de la conscience, tout simplement, où on se laisse aller. C'est notamment le cas des experts. Je vois pas mal comme un débat, en fait, hein, dans ce que vous êtes en train de partager sur les experts dans le chat. Euh, on peut se ramener, on peut se référer très simplement à des experts qui sont peut-être très impressionnants dans leur domaine, mais qui sont les sportifs, par exemple, les grands champions sportifs. Les grands champions sportifs, eux aussi, finalement, dans leur expertise, sont capables d'une intuition de mouvement, d'une intuition contextuelle. C'est véritablement faire le choix du bon mouvement au bon moment. Et donc, on observe effectivement que là, c'est la qualité de présence. C'est l'entraînement et la qualité de présence, ne rien prendre pour acquis. Un grand champion de sport ne prend jamais rien pour acquis. C'est-à-dire qu'il arrive toujours à un championnat en restant ouvert. Et en fait, toutes les formes d'expertise pourraient s'inspirer de cette ouverture où on est toujours, en fait, comme dans un championnat, c'est-à-dire qu'on est toujours placé devant une situation complètement nouvelle et dont il s'agit de rester, pour lesquelles il s'agit de rester ouvert. Alors, il est nécessaire d'apprendre à nos générations par l'école sur ces sujets d'intelligence intuitive pour le changement de toute une culture. Oui, ça, je peux que effectivement abonder complètement dans ce sens. J'ai eu la chance, le bonheur d'être invitée dans une école extrêmement performante, extraordinaire. On aurait tous voulu aller dans cette école où on voyait nos enfants. Et cette école, c'est la Mahatma Gandhi International School à Ahmedabad, en Inde. MGIS, et cette école est incroyable. Elle a un modèle qui marche tellement bien qu'aujourd'hui, en fait, les fondateurs qui sont franco-indiens, euh, ont été vraiment extraordinaires dans la possibilité de laisser aux enfants cette capacité notamment à avoir recours à l'intuition. Le recours à l'intuition est un des piliers de l'apprentissage officiel de l'école. Et j'ai été très heureuse de contribuer en effet à donner aux enseignants et aux enfants des possibilités de créer des petits jeux, des petites pratiques. C'est tellement simple pour éviter eh bien, un événement tragique dans notre cerveau qui intervient 2 fois, à l'âge de 2 ans et à l'âge de 16 ans, qui s'appelle le grand élagage. Le grand élagage, hein, ça inspire des choses? Ben ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça coupe, ça trie, et voilà, c'est un peu gore, hein. Non, je vous rassure, c'est tout simplement de la bonne gestion. C'est la gestion de notre cerveau qui dépense beaucoup d'énergie, hein. Il est à lui seul, il dépense 25% de notre énergie, c'est énorme, énorme. Et donc, en bon gestionnaire, tout simplement, il coupe ce que nous utilisons le moins souvent. Ce que nous utilisons le moins souvent, vous voyez où je veux en venir, avec le conditionnement qu'on a effectivement dans notre école. Alors, c'est là où c'est indispensable, et je ne peux qu'effectivement abonder sur le fait que oui, c'est important de s'occuper de nos jeunes et de leur poser tout simplement la question: que te dit ton intuition? C'est des questions simples hein, qui révolutionnent les choses. Que te dit ton intuition? J'en sais rien, je ne sais pas. Mais voilà, ferme tes yeux, sens ton corps. Que te dit ton intuition? Comment ça se passe?
hein, simplement. Pour finalement laisser ouverte une porte, une possibilité qui est complémentaire au raisonnement. Quand une personne va vous donner une intuition, c'est très bien, c'est de dire, OK, maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire pour construire ça? C'est-à-dire, on va alterner. Hein, vous vous souvenez de cette chronologie, c'est fondamental. Alors, je ne suis pas sûre que ça passe par l'éducation nationale, Laurent n'y croit pas trop. Effectivement, c'est plus par des initiatives locales. Il y a des initiatives d'instituts incroyables avec des partages de pratiques qui se font par les réseaux. Et je pense que ça va se faire de manière horizontale, comme bien des choses d'ailleurs en ce moment. Et on peut se laisser surprendre par certaines choses qui passent et puis aussi par les parents tout simplement, et par des programmes qui vont être proposés. Est-il peut-être une défense de quelqu'un qui ne souhaite pas expliquer une décision? Je suis un manager intuitif. Alors, merci pour cette question. Effectivement, l'intuition est un mot valise et c'est un terme tellement flou que effectivement peut se cacher derrière et ça a plutôt tendance à m'agacer. Parce que ça contribue à effectivement décrédibiliser notre intuition, cette forme d'intelligence, même si là, effectivement, aujourd'hui, on a pu découvrir, ne serait-ce qu'en 40 minutes, des tas de choses sur l'intuition. On a l'impression que ça y est, on sait ce que c'est. Non, on n'a pas terminé d'explorer le mystère de l'intuition. Je voudrais surtout pas que vous repartiez en disant ah ben c'est bon, ça y est, c'est plié, on sait ce que c'est que l'intuition. On a fait la radio de l'intuition, c'est pas possible, bien évidemment, je le prétends certainement pas. Mais en tout cas, on est comme devant une terra incognita, on commence à avoir quelques repères. Ces repères sont suffisants pour démasquer, disons, ce qui se cache derrière le mot intuition ou le feeling aussi. J'entends beaucoup de gens qui vont dire le feeling. Le recrutement au feeling, bien évidemment que l'intuition joue un rôle central dans le recrutement, qu'on le veuille ou pas, hein, d'ailleurs, qu'on s'en garde ou pas, puisqu'effectivement, c'est biologiquement, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça, c'est biologiquement impossible de ne pas se référer au ressenti, c'est juste que ça reste inconscient. Il y a une zone de notre cerveau qui fait la jonction entre tous nos ressentis et tous nos critères avec lesquels nous prenons les décisions. Et quand cette jonction entre le ressenti et nos critères est défaite, par exemple quand cette zone est absente, qu'il y a une ablation, eh bien la personne, les êtres humains qui ont cette zone du cerveau qui est déficiente, ils ne peuvent plus, ça devient un handicap, ils ne peuvent plus jamais prendre de décision, même la plus simple. Donc, c'est biologiquement impossible de prendre une décision sans le ressenti. C'est juste que d'en avoir conscience change la donne. Mais oui, quand on parle de feeling, quand on parle de management intuitif, votre droit, c'est de demander de la clarté. C'est tout à fait possible, hein, soyons vraiment avec la bienveillance parce que c'est important. Mais, et Sarah, merci, en effet, le feeling, ça peut être trompeur. En fait, observer, on est vraiment dans le domaine des faux amis. C'est exactement ça. On a parlé des faux amis tout à l'heure avec les biais cognitifs dans l'intuition contextuelle. Dans l'intuition relationnelle, on a des biais cognitifs aussi, mais c'est plus de l'ordre du préjugé. Et quand une personne vous dit « Ah ouais, je le sens pas, j'ai pas un bon feeling », c'est pas suffisant. Soyez curieux d'aller plus loin. C'est de dire, mais raconte-moi ce que c'est que ce feeling. Parle-moi plus de ça. Raconte, parce qu'en fait, c'est pas suffisant le feeling. Il faut savoir ce qu'il y a derrière. Si la personne vous dit, ah ouais, parce que tu comprends, avec son accent, avec je sais pas quoi, et là, avec des tas de choses, parce qu'il y a par exemple, hein, on a parlé, je ferai pas de politique hein, ce soir, je vous promets, mais Jean Castex, quand il a été nommé Premier ministre, juste factuellement, observez tout ce qui a été dit sur lui au départ. On n'a parlé que de son accent. On a dit, mais c'est pas possible d'être Premier ministre de la France avec un petit accent du Sud comme ça. Et c'est hallucinant que ça puisse autant
influencer la crédibilité de quelqu'un. C'est complètement fou. Mais quand nous voyons comment nous pouvons être nous-mêmes influencés par cette chose, c'est complètement absurde, mais ça fait partie des biais terribles et dont nous devons absolument nous défaire. Et quand quelqu'un vous dit, ouais, le feeling, eh ben, par exemple, si on vous donne des arguments comme ça, la manière d'être habillé, la façon de parler, l'origine de telle région, de tel truc, il est anglais, je ne sais pas quoi, vous pouvez être sûr qu'à ce moment-là, ce n'est pas du feeling, c'est un préjugé, c'est le faux ami. C'est-à-dire que ce n'est pas une connaissance immédiate et directe, c'est immédiat et direct, tout à fait, mais c'est un biais cognitif, on est en plein dedans, c'est le préjugé. OK? Donc, une des manières que vous avez, la personne qui a vraiment un feeling, qui a vraiment une intuition. Ce qui est assez curieux, c'est que quand vous allez lui dire, mais parle-moi un petit peu plus de ton intuition, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe dans ton intuition pour arriver à cette conclusion-là? La personne va dire, ben, tu vois, je sais pas, je le, voilà, parler avec ses mains, va pas finir ses phrases, et elle va vous donner une impression de flou. Eh ben, je vais peut-être vous choquer, mais c'est des indicateurs excellents, excellents d'une intuition, parce que jusqu'à présent, tant que les gens ne sont pas accompagnés pour exprimer, pour décrire une intuition, tant qu'ils ne sont pas formés à ça, ils manquent de vocabulaire. Et c'est même le frein numéro un en entreprise, c'est de ne pas pouvoir partager, de ne pas pouvoir expliquer nos intuitions, tout simplement. Alors qu'il y a un vocabulaire, il y a des possibilités. Et c'est vrai que dans un premier temps, c'est d'observer cette différence entre quelqu'un qui va vous balancer plein d'arguments et une personne qui, très honnêtement, va faire je sais pas. Elle va même vous dire je sais pas. Voyez? Et ça, c'est plutôt bon signe. Parce que le corps sait, le corps a perçu. Je pense que l'on peut avoir la bonne intuition et prendre la bonne décision et toutefois avoir choisi l'option qui n'aboutisse pas. Difficile de s'appuyer sur cette intuition par la suite, peut-être. Merci pour cette question parce qu'elle nous amène sur le thème de l'erreur. Le thème de l'erreur est important parce que très souvent, quand on fait une démonstration, comme ce soir, sur la puissance de l'intuition, sur sa pertinence, sur le fait qu'on ait maintenant plein d'études pour démontrer sa véracité, il reste quand même cette question, mais alors, est-ce qu'il est possible elle est arrivée d'ailleurs dans le chat d'une autre manière, c'est comment est-ce qu'on peut confirmer. Ce n'était pas tout à fait ça, parce que ça c'était une vraie question, mais la question c'est, est-il possible de se tromper? Est-ce qu'on peut avoir une garantie quand on suit son intuition? Évidemment que non. Évidemment qu'effectivement, quelque chose n'a pas forcément abouti. Alors très souvent, c'est parce qu'on n'est pas venu mettre à jour cette intuition. C'est-à-dire qu'on est resté sur quelque chose, on a décidé ensuite quelque chose et après on a foncé sans mettre à jour. Et qu'aujourd'hui, en 2020, 21, 22, 25, il faut mettre à jour tous les jours. Là. Il y a tellement d'imprévus tout le temps. On a besoin d'être justement dans ce rythme, inspire-expire, dans ce souffle de notre intelligence entre l'intuition et la logique. Mais cependant, ce n'est pas une garantie, on peut se tromper. Mais moi, j'ai une question du coup à vous retourner. Il n'y a pas que vous, hein. Et dites-moi, ça vous arrive de faire des erreurs quand vous suivez votre raisonnement? Bon, bah Et oui, alors, si ça vous est arrivé au moins 2 fois dans votre vie, oui, mais moi j'appelle ça avez-vous Ah oui, c'est grave. l'expérimentation, ouais. Mais ça arrive, je crois, à tout le monde. avez-vous Voilà. décidé d'arrêter de raisonner pour autant? En vous Non. disant: «Non, non, là, franchement, je me suis trompée, c'est bon, c'est fini, je raisonne plus». Vous voyez à quel point, là, c'est la démonstration du biais Mmh. culturel sur lequel nous sommes. Donc, voilà comment nous terminons. Nous terminons effectivement ce moment ensemble avec ce constat très fort où on peut réaliser soi-même que nous sommes sous l'effet d'un biais culturel. Mmh. Donc, tout simplement, la question à se poser, et je vous laisse avec ça, c'est quel est notre rapport à l'erreur? L'erreur, c'est très mal vu, comme tu le dis, Sarah, c'est très mal vu en France et ça fait partie de l'apprentissage. Mais bien sûr, vous pouvez lire le livre aussi de mon amie Isabelle Simonetto sur l'erreur. C'est docteur en neurosciences. En fait, on ne peut pas apprendre sans faire d'erreur. Euh, voilà, on pourrait développer encore et encore, bien sûr, mais l'erreur fait partie de la vie.
Qu'on soit en train de raisonner, en train d'intuiter, c'est nos rendez-vous avec la vie. C'est peut-être des rendez-vous, n'est-ce pas? Et puis, ça nous permet de rester en humilité, qui est pour moi une valeur importante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'intuition peut être collective, eh bien, Roberto, c'est absolument juste. Et pour ça, et on peut terminer peut-être sur cette idée, c'est tout le sens de replacer l'intuition au centre des facteurs clés de succès de l'entreprise, c'est d'observer quand nous créons les conditions, un vocabulaire commun et un accueil avec un discernement, soit effectivement de ne pas non plus se laisser prendre des vestis pour des lanternes, d'être vraiment au clair avec un discernement. Alors, en effet, on peut assister, je l'ai vu pour des entreprises. L'intuition collective, ça commence à 2 déjà, dans les binômes. Ça commence à 2. Et puis ensuite, dans un codir, dans un commerce, c'est possible. Dans une équipe, tout simplement, de travailler ensemble. J'ai le souvenir, effectivement, d'un codir industriel, en plus, qui était composé que d'ingénieurs. Et donc, qui n'avaient pas du tout l'habitude de se référer à ça. Et pour autant, hein, ils ont décidé d'ajouter à toute leur prise de décision, dans le tour de table, un tour de table des ressentis. Aucune décision n'est prise sans ce tour de table des ressentis. Et c'est là, en fait, c'est tout simple, mais c'est le premier pas de l'intuition collective parce que déjà, ça augmente finalement aussi une forme de confiance. Ça transforme une équipe en essaim. Vous voyez, c'est quelque chose qui devient organique d'une certaine manière. Alors, je reste lucide. Hein, c'est juste peut-être le temps d'un instant, le moment d'une décision ou d'un moment clé. Hein, c'est pas constamment, la vraie vie est là avec tout ce qui se passe dans le business et tous les moments où toute notre différence fait créer des tensions et pas forcément un accord. Mais voilà comment nous arrivons en tout cas à observer que oui, tout à fait, c'est possible d'aller vers une intuition collective régulièrement. Voilà, de la vivre régulièrement. Est-ce que je peux te poser une question, Victoria? Myriam, oui, je ne sais pas en fait comment on est avec le temps et avec plaisir, Myriam, j'ai juste besoin d'avoir les éléments. Juste parce que c'est sur ce que vous venez de dire sur le tour de table des ressentis. Enfin, le ressenti, c'est pas l'intuition. C'est du coup, qu'est-ce que vous appelleriez du coup une intuition collective? Parce que le ressenti, c'est voilà, on exprime son ressenti, mais c'est pas encore l'intuition. Alors, eh bien, en fait, si nous allons plus loin avec l'intuition, nous allons observer qu'il y a 3 formes de manifestation de l'intuition. Le corps, la vision, le visuel et la petite voix. Et le corps, son langage, son vocabulaire, c'est le ressenti, justement. C'est véritablement qu'est-ce que je sens. Si vous faisiez effectivement cet exercice, cette expérience de vous mettre à l'écoute du corps. Donc, encore une fois, c'est pas cet abus de langage qui consiste à dire le feeling. C'est pas ça. C'est pas parce que ça, c'est là. Le ressenti, c'est là. On parle du gut feeling. On parle littéralement des sensations des tripes, d'accord? Donc oui, si, c'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela. On peut partir au départ parce que justement, le corps ne fait pas débat. Et c'est beaucoup plus facile de commencer à trouver un accord en s'appuyant sur le partage de ça. En tout cas, c'est l'expérience que ce codir a vécue et qu'à partir de là, c'est un point de départ. Et ensuite, eh bien, il y a la bienveillance fait le reste parce que certains vont oser notamment beaucoup plus partager les intuitions visionnaires dont on a besoin. OK? Laïla, Oui. Wissam, Je suis prise par le discours, donc voilà, je ne souhaiterais pas que ça s'arrête. C'est important de prolonger le temps. En tout cas, merci infiniment, Victoria. C'était vraiment très riche et très intéressant. Tu m'as réconciliée avec mon intuition. Donc, je me trompe très souvent. Donc, du coup, je me suis dit à un moment donné, mettons-la de côté. Donc là, je vais recommencer petit à petit à l'utiliser, même si je me trompe. Voilà. Eh bien, bienvenue, bienvenue. Bienvenue au pays des audacieux qui acceptent de se tromper. Super.
Voilà, Merci beaucoup, Leïla, pour c'est votre un vrai accueil. plaisir et on aura l'occasion de toute façon de te revoir à nouveau dans d'autres événements. Donc, je mets juste le titre de ton livre, hein, Tous intuitifs, pour ceux qui ont demandé s'il y avait des exercices pour pouvoir développer son intuition. Donc, je pense que le livre peut Oui, les aider à trouver ce chemin. Et Victoria fait aussi des workshops. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à la contacter sur LinkedIn parce qu'elle propose aussi des accompagnements au niveau CODIR et au niveau des collaborateurs et des équipes. voilà. Merci beaucoup, Leïla, pour ce retour. Je me suis retirée de la caméra simplement pour vous montrer un Ouais, visuel de Tous intuitifs que vous pouvez en effet commander aujourd'hui. C'est avec beaucoup de détails tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Et puis voilà, on peut se retrouver en effet dans vos entreprises pour des workshops, pour des conférences, avec plaisir. ouais. Et ce sera une joie de nous retrouver, Laïla, Issam. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci Merci à pour toi. votre retour et tout ce que vous avez pu écrire dans le chat, ça me touche beaucoup. Eh bien, en toute confiance, pour cette fin d'année, je vous souhaite des moments chaleureux euh, et puis de faire confiance à votre intuition. À bientôt. Absolument. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Victoria. Merci à Ouais, bonne tous. fête à Merci. tout le monde. Bonne fête à tous. Profitez des vacances. Ouais. Au Bonne revoir tout le monde. fête. Bonne fête à Merci tous. beaucoup. Ciao tout le monde. Au revoir tout le Au revoir. monde.